Bonjour à tous et bienvenue sur Psychologie Machine Culture. Je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas découvrir un parcours de vie, une personnalité ni un témoignage. Non. Aujourd'hui, en reprenant toutes les histoires que nous avons suivies jusqu'ici, je vais vous parler d'hérédité. D'ailleurs, j'ai appelé cet épisode « L'hyperphagie en héritage ». Je vous invite bien sûr à vous abonner à Psychologie Motion Culture pour retrouver justement tous ces témoignages. Merci de liker cet audio et de le commenter, vous savez à quel point c'est important. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Lorsque j'évoquerai un témoignage, vous pourrez cliquer sur le lien qui apparaîtra en haut de votre écran. Vous cliquez dessus et ça vous amènera à l'audio concerné. Cela étant dit, aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse à l'obésité transgénérationnelle. Pour commencer, il faut bien être conscient que nous sommes tous sur cette terre, que nous soyons très minces ou en surcharge pondérale, et ce sur tous les continents, les descendants des survivants de nombreuses famines qui ont frappé et ravagé le monde depuis le début de l'humanité. Nos ancêtres ont survécu à ces famines parce qu'ils avaient une faculté extraordinaire que n'avaient pas les autres. Ils avaient la faculté à stocker de la graisse facilement. De fait, nous avons tous, comme nos ancêtres, hérité de cette capacité à stocker de la graisse. Nous sommes tous génétiquement programmés pour ça. Et c'est un point que nous devons garder en mémoire. Au cours de nos vies, nous avons tous croisé à l'école, au travail, peu importe où, dans la rue, des familles dans lesquelles la quasi-totalité des membres sont en état d'obésité. Et ce, parfois même dès l'enfance. Alors, l'obésité serait-elle héréditaire ? Si je me réfère à l'Académie nationale de médecine, avoir des parents obèses multiplie par 3 le risque d'être obèse à l'âge adulte. Il faut savoir également que depuis 2010, l'obésité est plus importante dans le monde que la malnutrition. Elle touche près de 15% de la population mondiale. Alors évidemment, certaines zones du globe sont plus touchées que d'autres. Les scientifiques ont mis en évidence qu'il existe des personnes génétiquement prédisposées à l'obésité. Alors, de mauvaises habitudes alimentaires, certaines maladies héréditaires, certains traitements médicamenteux, la sédentarité peuvent effectivement amener à l'obésité. Mais la question que je pose ici aujourd'hui, c'est l'hyperphagie se transmet-elle d'une génération à l'autre ? Alors pour avoir un premier élément de réponse, je suis allée consulter l'ACIM-10. L'ACIM-10, c'est un répertoire édité par l'OMS. CIM signifie Classification internationale des maladies. J'ai consulté la 10e version parce que la 11e, bien qu'elle soit sortie, n'est pas complète pour le moment et en tout cas pour certaines maladies psychiatriques. Bref, dans ce répertoire, on trouve donc toutes les maladies, ou presque toutes les maladies, sous forme de code. J'ai donc cherché ce que la CIM-10 dit de l'obésité. L'obésité est classée dans le chapitre dédié aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques. La rubrique ne fait que 4 lignes, alors je vous la lis. En E66, on a l'obésité due à un excès calorique. En E66.1, l'obésité médicamenteuse. En E66.2, l'obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, qui s'appelle aussi syndrome de Pickwick, ce qui signifie que la respiration est difficile à cause de l'obésité. Et enfin, en E66.8, autre obésité, dont l'obésité endogène. Je suis allée chercher la définition de l'obésité endogène, histoire d'être très claire, et j'ai trouvé ceci. Hypertrophie générale du tissu adipeux engendrant un excès de poids corporel, alors provoqué par une suralimentation énergétique, et là on est sur de l'obésité exogène, ou par des dysfonctionnements hormonaux, et là on est sur l'obésité endogène. L'OMS répertorie donc plusieurs formes d'obésité. La première est due à un excès calorique. La seconde est due à un traitement médical. Et enfin, la dernière est due à un dysfonctionnement hormonal. Je suis allée chercher également dans la CIM-10 ce que l'on y trouve sur l'hyperphagie, parce que c'est tout de même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'ai trouvé un référencement dans le chapitre dédié aux maladies psychiatriques. Je vous lis au mot près ce qu'on y trouve, il n'y a qu'une ligne. Donc le code est F504. Les codes F, ce sont toutes les maladies
psychiatriques qui sont répertoriées dans ce chapitre. Hyperphagie associée à d'autres perturbations psychologiques. On voit donc que pour l'OMS, l'hyperphagie seule n'existe pas. L'hyperphagie est une conséquence de perturbations psychologiques qui va amener à l'obésité. Ensuite, j'ai cherché un diagnostic d'antécédent familial d'hyperphagie et là, je n'ai rien trouvé. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais simplement que la preuve scientifique d'une transmission intergénérationnelle n'a pas été mise en évidence. Par exemple, l'antécédent familial d'abus d'alcool existe pour la CIM10. Pourquoi ? Parce qu'il a été possible de prouver scientifiquement, grâce à la neuropsychologie et à la neuroimagerie, que lorsqu'on montre des photos de cocktails, de verres de vin, d'alcool en général, noyés au milieu d'autres photographies très différentes, à des adultes non alcooliques, mais ayant eu des antécédents familiaux d'abus d'alcool, chez la majorité des sujets, on observe sur l'imagerie médicale une activation des récepteurs du plaisir. Sur l'image, cela forme dans le cerveau des petites lumières, des petits points lumineux qui ont tendance à s'allumer dans ces zones du plaisir. Chez certains, une ou deux petites lumières s'allument, tandis que chez d'autres, l'activation de ces zones ressemble à une guirlande de Noël. Il est donc mis en évidence que ces sujets associent l'alcool au plaisir, et donc, d'après l'OMS, qu'ils seraient plus enclins à aller vers cette consommation d'alcool que les sujets chez qui la vision d'un cocktail ne fait réagir aucun récepteur du plaisir. Nous n'avons pas ce type de preuve pour l'hyperphagie. Je vous rappelle ce qu'est l'hyperphagie. L'hyperphagie est un trouble qui est répertorié dans les TCA. Les TCA, je vous donne la définition, c'est le trouble des conduites alimentaires. On retrouve dans ces TCA la boulimie, l'anorexie et l'hyperphagie. Pour mémoire, la boulimie, c'est une consommation massive de nourriture accompagnée de comportements compensatoires. La personne boulimique ne veut pas grossir. Malgré cela, elle a besoin de se remplir. Alors, elle compense cette prise d'aliments et donc cette prise de calories par des actions visant à annuler la prise de poids, comme les vomissements, des épisodes de diète draconienne, de l'activité physique intense, de la prise de laxatifs. Tous ces comportements compensatoires peuvent être associés les uns aux autres. L'anorexie, elle, concerne des sujets qui refusent de se nourrir et se voient énormes généralement. Cette anorexie peut amener le sujet à la mort assez rapidement. Pour en revenir à l'hyperphagie, l'hyperphagie, c'est une prise massive d'aliments sur une période courte. D'ailleurs, on appelle cela une crise justement parce que c'est très court. Il n'y a pas de crise de boulimie ou d'anorexie, évidemment. La façon dont s'organise une crise est semblable à ce que décrit un drogué en manque. Il y a une tension, une sensation physique et psychologique de manque qu'il faut impérativement assouvir. Assez rapidement, ça devient une obsession. La personne dans cet état n'a qu'un seul objectif unique à ce moment-là, elle doit manger. Elle doit se remplir. Toutes les personnes qui souffrent d'hyperphagie que nous avons rencontrées au cours des témoignages décrivent les crises plus ou moins de la même façon. Loïc décrit ses sensations très précisément. Il a d'abord l'obsession, il doit trouver à tout prix de la nourriture. En même temps, se superpose pour lui la honte d'acheter ces aliments très caloriques. Alors, il change de magasin à chaque fois qu'il va préparer sa crise. Parce qu'il pense qu'en faisant comme ça, on ne le reconnaîtra pas. Il veut donner l'image d'une personne qui reçoit des amis et qui doit acheter des chips, de la charcuterie, des boissons sucrées, etc., en très grande quantité parce que pour lui, c'est ce qu'on sert à des amis. L'opinion des clients, des caissières est très importante pour lui. Ce n'est pas le cas de tous nos témoins. En fait, il est face à l'opinion qu'il a de lui-même et il ne l'accepte pas. Alors, il attribue cette opinion très négative à de parfaits inconnus. C'est plus facile à vivre pour lui. Au moment de rentrer chez lui, il ne prend pas le temps de se mettre à table, de dresser la table, non. Il étale tout ce qu'il vient d'acheter sur son lit et la crise d'hyperphagie commence. Au moment où il avale la première bouchée, c'est bon, il en avait besoin. La façon dont il décrit ses sensations ressemble véritablement à la sensation d'un junkie qui vient de s'injecter sa dose.
Il a une réelle sensation d'apaisement, de soulagement et même d'assouvissement. La question d'avoir faim ou d'être gourmand n'est pas du tout le sujet. L'objectif est de se remplir le plus vite possible avec de la malbouffe. Le goût n'est pas non plus le sujet. On le voit dans l'histoire d'Agatha qui a pu manger un pot de mayonnaise à la cuillère ou avec Dominique qui mélange toutes les saveurs. Il n'y a qu'un seul impératif, se remplir. La crise pourrait s'arrêter éventuellement après cette sensation de soulagement finalement. Mais non, elle ne s'arrêtera que lorsque la personne ne pourra plus rien avaler, lorsqu'elle se sera rendue quasiment malade, quand elle aura mal à l'estomac. Parfois, l'estomac est tellement en souffrance que la douleur va durer plusieurs jours. Lorsque la crise d'hyperphagie est passée, alors elle est suivie d'un sentiment de honte et de culpabilité. La personne sait qu'elle a encore grossi. Bien souvent, elle ressent de la colère envers elle-même pour ne pas avoir pu se maîtriser, se canaliser, se contrôler. Dans tous les témoignages que j'ai publiés à ce jour, le contrôle ou l'absence de contrôle est au cœur de ces crises. On constate aussi dans ces différentes histoires que les crises surviennent généralement lorsque les personnes sont fatiguées, stressées ou souffrent de solitude. Ces crises peuvent s'enchaîner très rapidement puisqu'elles peuvent survenir plusieurs fois par semaine. Alors, revenons aux parents de Loïc. Les parents de Loïc qui culpabilisent de voir leur fils en obésité morbide. Mais que lui ont-ils transmis? Nous savons qu'ils sont tous deux en surcharge pondérale. Mais nous ne savons pas s'il y a de l'hyperphagie dans leur foyer. D'ailleurs, s'il y en a, Loïc n'en est pas forcément informé. Rappelons-nous que les crises ne peuvent avoir lieu que lorsque la personne est certaine d'être seule. L'hyperphagie génère tellement de honte que même pour ceux qui arrivent à en parler à leur conjoint, jamais au grand jamais, ils ne seraient en capacité de se remplir devant ce même conjoint. Si le mécanisme de l'hyperphagie peut être à bien des niveaux comparable à l'addiction à la drogue ou alors à l'alcool, il y a un point sur lequel il diverge, c'est l'incapacité à se remplir en public, quel que soit ce public. Nous avons rencontré des parents qui sont venus témoigner comme Olivia, Agatha ou Dominique. Ces trois mères de famille sont ou ont été hyperphagiques, mais aucune d'elles ne parle de ces crises à ses enfants. L'hyperphagie n'est jamais ressentie comme un moment positif. Personne n'a parlé de volonté de transmettre cet état à ses enfants, bien au contraire. Elles veulent, et elles le disent toutes les trois, elles veulent apprendre à leurs enfants à se nourrir correctement. C'est très important pour chacune d'elles que leurs enfants ne traversent pas ce qu'elles ont vécu. Alors, on peut se demander si elles-mêmes ont reçu cette éducation du bien se nourrir. Nous savons qu'Agatha a été mise au régime à l'âge de 10 ans et qu'elle était régulièrement humiliée par sa mère et à l'école aussi. qu'Astrid ne mangeait pas à sa faim lors des repas familiaux et qu'elle était obligée de manger en cachette pour arriver à une satiété. Puisqu'elle le dit très bien, elle n'avait pas accès à la nourriture. Sa mère l'humiliait au quotidien, ainsi que sa sœur et leur père, à cause de leur surcharge pondérale. Nous savons également qu'Olivia était au régime forcé, avec des épisodes très humiliants pour elle de la part de son père, de sa fratrie et aussi à l'école. Pour Dominique, il n'y a pas eu de mise au régime, mais des humiliations de la part de sa mère et de sa fratrie. Si nous devions trouver des points communs à ces histoires, bien sûr il y a les humiliations intrafamiliales, mais c'est surtout le non-consentement de l'enfant à la mise au régime. Ça donne l'impression que ces diètes forcées devaient répondre à la demande d'un ou des deux parents, mais l'enfant ne semble jamais avoir été consulté. À ce jour, aucun témoin ne m'a parlé d'apprentissage à bien se nourrir. Alors, est-ce qu'une personne hyperphagique peut transmettre son hyperphagie, son habitude à se réfugier dans la nourriture? Se réfugier dans la nourriture, c'est une mauvaise habitude qu'on retrouve dans la plupart des foyers, et pas forcément des foyers où il y a de l'hyperphagie. Il est très courant dans toutes les familles, lorsqu'un enfant pleure parce qu'il s'est écorché, il s'est blessé par exemple, de lui offrir une sucrerie pour le consoler. Globalement, si on y réfléchit, le message envoyé est « si tu souffres, mange, ça ira mieux après ». Ce mécanisme de réparation pourra être reproduit par l'enfant, puis lorsqu'il deviendra adulte, il pourrait avoir le réflexe de se tourner vers la nourriture dès qu'il serait confronté à une contrariété, une difficulté dans sa vie. Alors les kilos vont peut-être s'accumuler, mais
Manger une sucrerie pour se consoler n'est véritablement pas une crise d'hyperphagie, on en est vraiment très très loin. Malgré tout, on voit dans l'histoire d'Astrid que son père est hyperphagique, elle le sait. Olivia, Agatha et Dominique ont toutes les trois au moins un parent obèse, mais elles ignorent si ces cas d'obésité sont liés ou non à l'hyperphagie. Comme le dit Astrid, l'hyperphagie est un tel sujet de culpabilité et de honte qu'il n'est pas envisageable d'en parler, même avec sa sœur jumelle, avec laquelle elle partageait ces fameuses crises lorsqu'elles sont entrées dans l'adolescence. Alors pour conclure, transmission ou pas? Héritage ou pas? C'est difficile de répondre à cette question. Bien sûr que pour les enfants qui grandissent dans un foyer où il y a de l'hyperphagie, il y a forcément un impact. Mais ce n'est pas une transmission directe. On ne transmet pas l'hyperphagie comme on transmet nos gènes. On ne transmet pas non plus l'hyperphagie comme on transmet l'histoire familiale. L'hyperphagie est tue, elle est cachée, on n'en parle pas. Il est évident que si on essayait de faire la même expérience avec les enfants devenus adultes, de personnes qui font des crises d'hyperphagie, la même expérience que celle qui a été réalisée avec les enfants de personnes alcooliques, les récepteurs du plaisir ne s'allumeraient pas en voyant une montagne de malbouffe, tout simplement parce que la personne en hyperphagie ne ressent pas de plaisir, à part pendant les 2-3 minutes que dure la première bouchée. L'alcool, même si sa consommation peut déboucher sur des conséquences dramatiques, en revanche, peut être associé à un moment de détente, de convivialité, de fête. Mais à quoi est associée l'hyperphagie? L'hyperphagie est associée à l'obésité, de fait, à la solitude, au contrôle, à la perte de contrôle, à la honte, à la culpabilité, à la colère. Il n'y a pas de plaisir dans l'hyperphagie. Alors, il n'y a rien de scientifique dans ce qui va suivre, mais nous savons que 70% de ce que nous transmettons à nos enfants en termes d'éducation est non-verbal. Souvenons-nous une minute de ce que disait Agatha. Son mari sait qu'elle a eu un épisode coupable lorsqu'il rentre le soir de son travail. Il le sent. Sans savoir ni quand ni pourquoi, l'ambiance générale fait qu'il sait que sa femme a eu une crise d'hyperphagie dans la journée. Je pense qu'on peut envisager que leurs enfants vivent à l'intérieur de ce mode de vie et que, immanquablement, ils ressentent également quelque chose. Ils ne sont probablement pas en mesure de l'analyser, parce qu'ils sont encore jeunes, mais il y a forcément un impact. Seront-ils plus fragiles face à l'hyperphagie? Seront-ils dans l'hyperphagie? On ne peut pas le savoir. Pour le moment, il est impossible de donner des chiffres, des données, parce qu'à ma connaissance, aucune étude n'a été menée sur le sujet. Et c'est bien dommage. Alors bien évidemment, je ne suis pas là pour pointer du doigt les personnes qui souffrent d'hyperphagie. Je ne suis pas là pour les accuser de transmettre involontairement quoi que ce soit qui ait à voir de près ou de loin avec l'hyperphagie. Je ne suis pas là pour alourdir leur fardeau, mais il est possible qu'une partie de la population souffrant d'hyperphagie ait hérité de cette façon de réagir face aux problèmes, à la fatigue ou au stress. En tout cas, aujourd'hui, la question reste ouverte. Et pour ça, j'attends vos commentaires, votre pierre à l'édifice. Envoyez-moi vos messages sur Instagram et discutons-en ensemble. Et en attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.